Bonjour à toutes et à tous. La caravane Objectif Pétanque Plus s'est arrêtée à Ardiège, dans la Haute-Garonne, chez Michel Lebotte, président de la FFP-JP. Nous vous invitons à découvrir le contenu exclusif de cette entrevue passionnante. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Barbara. Vous allez bien? Vous avez Et fait vous? bonne route? Oui, très bonne route, merci. Je vous remercie. Merci de nous accueillir, déjà, avant d'attaquer. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, à 64 ans, après plusieurs mandats à la tête du comité de la Haute-Garonne, vous venez d'accéder à la présidence de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Alors, comment on se sent en tant que président? Alors, plusieurs faces. Quand on est élu, c'est d'abord un énorme plaisir, parce qu'on a quand même bataillé pour ça, donc, et on a fait des plans, profession de foi, un projet, donc c'est une réflexion donc, qui va permettre d'être mise en place. Mais une fois qu'on est élu, il faut aussi se rendre compte que c'est une fédération sportive. C'est plus le club, c'est plus un département. Et donc, il y a un sentiment d'humilité parce qu'on se dit, mince, je l'ai voulu, mais il y a du travail à faire. Bien donc, sûr. il y a de l'humilité, et puis il y a aussi une crainte, parce que la crainte de ne pas être à la hauteur, parce que je me suis rendu compte au travers des contacts que j'ai eus que les gens attendaient beaucoup, attendaient des changements, et donc il y a des gens qui ont mis des espoirs en moi, donc j'espère que je ne les décevrai pas. En tout cas, je vais tout faire pour ne pas les décevoir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre parcours entre le moment où vous avez attaqué la pétanque et votre accession au poste de président de la fédération? La pétanque et moi, c'est une longue histoire. En fait, je suis né dans un petit village, un petit quartier de Douarnenez, qui est une ville de 10 000 habitants dans le sud Finistère. Et en face de chez mes parents, il y avait un terrain de pétanque où il y avait plein de marins qui jouaient aux boules. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai entendu des boules qui s'entrechoquaient. Et pour le plus grand malheur de mon père, je suis descendu les voir jouer et j'ai attrapé le virus. D'abord comme spectateur, je faisais ramasseur de boules pour les anciens. Puis un jour, je me suis mis à jouer à l'âge de 12 ans à peu près. Donc de 9 à 12 ans, je regardais. Et vers l'âge de 12 ans, je me suis mis à jouer à la pétanque. Et les anciens m'ont adopté. Alors, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. 12 ans, c'était 1968, hein, donc imaginez. Et j'ai joué régulièrement. Je me suis pris de passion pour ce jeu. Et au départ, ce qui était un jeu est devenu pour moi un sport parce que je m'entraînais. Donc j'ai participé à des championnats de secteur de l'époque. Voilà, et j'ai passé toute mon enfance dans le club de Tréboul. Alors, paradoxalement, les habitants de Tréboul s'appellent les triboulistes. On pouvait prédestiné. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement que de se retrouver dans la pétanque. Et en 1974, j'ai 18 ans, les anciens me demandent avec des copains de reprendre le club. Donc avec des copains, Christian Youinou et des plus anciens, enfin un peu plus âgés que nous, Robert Richoux, Désiré Le Gall, on s'est mis à se dire qu'on pouvait s'occuper du club. Voilà. J'ai jamais été président du club de Tréboul, j'ai laissé ça aux autres. Se sont succédés Robert Richoux, Jourdrain, Jean-Pierre Jourdrain, Désiré Le Gall, et donc Pierrot Le Bihan. Et donc c'est une bande de copains, alors de gamins qui avaient 18 ans et puis d'autres qui avaient une trentaine d'années, qui ont fait un amalgame. De fil en aiguille, je suis devenu responsable de secteur dans le sud Finistère. Je suis rentré au comité départemental du Finistère grâce à un copain, un ami à moi. Ce n'est pas un copain, c'est un ami. André Plasson, qui a été aussi vice-président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal et président de la commission nationale de discipline. D'accord. En fait, j'ai toujours baigné dans ce monde-là. Et ensuite, ma carrière professionnelle m'a amené vers Concarneau, parce que je travaillais comme infirmier dans un lieu d'accueil de psychothérapie. Et quand le moment est venu, je me suis dit que j'avais fait un petit peu le tour de la question par rapport à mon travail. Mon épouse était originaire du sud de la France, de Toulouse, et donc du coup on a immigré vers Toulouse. Enfin vers Toulouse, vers Ardiège, puisque c'est le joli village d'Ardiège. Voilà, le village où on vit depuis 30 ans. Voilà. Et ma femme, peut-être secrètement, s'était dit,
il quitte la Bretagne et la pétanque et je suis retombé dedans aussi sec. En 92, j'étais licencié à la Barthe Rivière. J'y suis resté jusqu'en 2019, jusqu'à la cessation du club. Et aujourd'hui, je suis licencié à Barbazan. Et entre-temps, j'ai été président du comité départemental de la Haute-Garonne pendant 12 ans et j'ai œuvré pendant 20 ans. Voilà, en gros, mon parcours. Et puis, je veux dire que, tout à l'heure on en parlait, pour moi, la présidence de la fédération, même si je m'y suis présenté il y a 8 ans, c'était pas un objectif. Ce qui pour moi est important, c'était de faire passer des idées. Bien sûr. Et il y a 4 ans, j'avais trouvé une personne qui malheureusement aujourd'hui a disparu, Michel Desbois, qui m'avait fait confiance et qui m'a soutenu pour que je puisse rentrer à la fédération, même s'il y a 4 ans je suis rentré par le petit trou de la serrure, là, comme une petite souris. Mais il m'a fait confiance et ensemble, je suis devenu vice-président de la fédération tout de suite en démarrant. Et j'ai mis, comme je l'avais fait au Conseil des régions, comme je le fais aujourd'hui, j'ai mis mes compétences au service de la fédération. Voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que si je voulais, les idées que j'avais, si je voulais les mettre en pratique, il fallait peut-être que je passe le pas, que je devienne président de la fédération. Et après avoir discuté avec les membres du comité directeur, oui. Il s'avérait qu'on a trouvé des points de convergence et donc je me suis présenté à la présidence de la fédération et j'ai été élu. Voilà, et tous les membres du comité directeur qui m'ont fait confiance, je parlais de confiance tout à l'heure, c'est aussi ce travail collectif que l'on va faire ensemble. Parce que moi je ne suis pas un solitaire, j'aime bien discuter, vous êtes aperçu, j'aime bien discuter avec des gens. Oui. Voilà, même si parfois les gens ont une image relativement froide de moi. Mais c'est voulu parce que je pense qu'on a une fonction. Je suis un homme public. Bien sûr. Et donc je dois montrer quand même. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas me permettre parce que la fonction ne doit pas être abaissée. Oui. Voilà, c'est peut-être vieux jeu, mais en tout cas, moi j'ai le respect de la fonction. Je le dois aux licenciés, aux dirigeants, à tous les bénévoles de la fédération. Alors, pour moi, ce n'est pas des petits, il n'y a pas de petits. Du licencié en passant par les présidents de club, les dirigeants, ils ont le droit d'avoir une fédération forte. Oui. Voilà. Et à leur côté, parce que les uns sans les autres, on n'est rien. Tout à fait. Vous m'avez parlé de transparence et de votre fonction. Est-ce que vous avez des prérequis justement sur votre transparence en tant que président, peut-être au niveau des autorités? Est-ce que vous avez des obligations de contrôle? On a des obligations de contrôle. Peut-être que vos auditeurs vont être, je ne sais pas comment on les appelle, les internautes vont être surpris. Mais un président de fédération est soumis aux mêmes obligations qu'un député et un sénateur. Il est obligé de passer par la haute autorité de la transparence de la vie publique et donc de faire sa déclaration de patrimoine. D'accord. Donc là, j'ai 2 mois pour déclarer l'ensemble de mes biens, voitures, les prêts, mes ressources. Oui. Je suis à la retraite, donc ma retraite, mais aussi les ressources de ma femme. Et si mes enfants vivent avec moi, ceux de mes enfants. La maison, tout ce qu'on a. Si on a des dettes, on est obligé de les déclarer. Oui, donc le patrimoine global. Patrimoine global. Et dans 4 ans, ou dans 8 ans, quand je cesserai mes fonctions, il y aura une vérification qui sera faite entre ce que j'ai déclaré et ce que je redéclare pour voir si je me suis enrichi. D'accord. Alors que les internautes se disent, c'est quand même bizarre pour un président de fédération, mais pour moi c'est normal. On est des hommes publics et on se doit de rendre des comptes. Et une des particularités, je sais que beaucoup de personnes sont un peu surpris quand je leur dis, je fais don de mes frais de déplacement depuis 20 ans. Je les ai fait à mon comité départemental, à la région, à la fédération. Je continuerai, parce que pour moi c'est important. Ça me permet certes de déduire de mes impôts. Oui. Mais quand on déduit de ces impôts, on perd 34% de ce que l'on déclare. Mais ça fait partie, pour moi, des règles que je me suis imposées, même si ça coûte à ma famille. Oui. C'est pas sans
c'est pas sans impact sur ma vie familiale et sur la vie de mes enfants. Donc du coup, à chaque fois que j'ai franchi une étape, ça a été une discussion avec ma femme et mes enfants. Je n'ai jamais rien fait sans avoir le raccord. Pouvoir concilier oui. la vie sportive et la vie familiale. Parce que je sais ce que je leur impose et qu'à un moment donné, si ça devient trop dur, c'est pas simplement, on va dire, ma passion qui doit prendre le pas. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable et j'estime qu'il faut savoir aménager son temps de bénévole et sa vie familiale. Il y a des priorités dans la vie. Bien sûr. 3 boules de pétanque, c'est important parce que je joue et je dirige depuis longtemps. Mais qu'est-ce que c'est que 3 boules de pétanque par rapport à un cocon familial, au respect que l'on doit avoir vis-à-vis de ses enfants, de son épouse, de sa famille? Pour moi, ça c'est déjà la base. Les valeurs importantes. Oui, c'est très très important pour moi. Je dis, les boules de pétanque, ce sont des arbres dans ma vie, alors que les êtres humains ne sont pas des arbres. Ce sont des personnes avec qui je peux avoir des rencontres, des discussions. Et la pétanque est belle à cause de ça. Oui. J'ai fait dans ma vie de joueur de pétanque et de dirigeant des rencontres que je n'aurais jamais faites si j'étais resté dans mon cercle de copains. Voilà, un confort. Oui. Là, je sors de ma zone de confort, je rencontre des gens et je ne me mets pas en danger. Voilà, c'est rencontrer des gens, parler, discuter, c'est bien. Mais garder un équilibre. Oui, c'est important. Une vie sans rencontre, une vie sans vie sociale. Quelle tristesse. Ça, pour moi, c'est inenvisageable. Alors, qui dit nouveau bureau, dit nouvelle organisation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipe qui vous entoure aujourd'hui? Alors, l'équipe qui m'entoure, elle est composée de 14 anciens candidats sortants qui ont été réélus et 7 nouveaux, 2 femmes et 5 hommes. On a à peu près, on va dire, on couvre à peu près toute la France. D'accord. Excepté le vrai sud-ouest. Voilà, c'est un petit peu dommage. C'est une grande région, hein, la Nouvelle-Aquitaine, de ne pas avoir un élu de ce côté-là. Mais après, c'est le mode de scrutin uninominal qui veut ça. En tout cas, aujourd'hui, on a arrêté déjà le bureau national, hein, qui est composé de Michel Robert, hein, qui est de l'Est de la France, qui est vice-président délégué, Jean-Marie Marot, qui est trésorier général. Jusqu'à hier soir, il y avait Véronique Bajolet qui était trésorière adjointe, mais que hier soir, lors d'une réunion de bureau, j'ai proposé qu'elle devienne vice-présidente de la fédération, en charge des relations avec les comités départementaux et les comités régionaux, et avec une mission particulière sur les territoires ultramarins. D'accord. Ensuite, au niveau du secrétariat général, c'est Mireille Noël, qui est du Calvados. Loïc Fuentes, à l'autre bout, c'est l'Hérault. Voilà. Et ensuite, vous avez Didier Schmitt, le Grand Est. Vous avez, que je ne me trompe pas, Corinne Vérola, le 06. Vous avez donc Véronique Bajolet, Laura, donc il faudra la remplacer en tant que trésorière adjointe. J'ai quelques idées, mais pour le moment, on va attendre un petit peu de contacter les personnes et leur demander leur avis. J'ai dit Didier Schmitt, Laurent Vessière de la région parisienne, et il me manquait, et Michel Poggi, le Marseillais bien nommé, puisqu'il est le plus proche du siège de la fédération, le médecin fédéral, Jean-Pierre Iannarelli, et viendront en personne inviter à tous les comités, à toutes les réunions de bureau, le président de la Commission nationale d'arbitrage, Patrick Grignon, ainsi que le directeur technique national et son adjoint, Patrice Rodriguez, et le directeur général de la fédération, Xavier Grande. Et nous associerons pour les 4 années à venir 2 représentants du Conseil des régions. Parce que j'estime qu'avec eux, nous avons tout un travail à faire, puisque ce sont les relais entre la fédération, le comité directeur et les comités départementaux. Et on a un travail tous ensemble, parce que je pense qu'aucun projet ne peut passer sans avoir l'accord, l'aval, l'adhésion des personnes qui ont à mettre en œuvre un projet.
Alors par rapport au travail de cette équipe en période de pandémie, comment vous vous organisez en termes de rencontres, d'échanges? Alors actuellement, évidemment, on ne peut pas se déplacer. En plus, encore plus aujourd'hui. Oui, Hein. à partir de demain. À partir de demain, on va être confiné dans un rayon de 10 km autour de chez nous. On travaille beaucoup en visioconférence. Voilà, on utilise le logiciel Zoom pour travailler. Oui. Et d'ailleurs, à cette occasion, je vous ai parlé du bureau national, mais il y a l'ensemble du comité directeur, donc tous les autres membres. Hier soir, nous avons finalisé l'ensemble des commissions. Donc tous les membres du comité directeur vont être impliqués dans les commissions et dans la vie du comité directeur de la fédération. Et on va l'ouvrir. Toutes les commissions seront ouvertes à des présidents de région, mais aussi à des personnes extérieures qu'on ira chercher parce qu'elles ont des compétences, elles ont de l'expérience, elles ont des savoir-faire. Et je crois qu'on a tout à gagner d'ouvrir le champ du possible pour répondre au mieux des attentes et de l'évolution de la pétanque aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai que le présentiel, c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve tous. Voilà. Et puis en visioconférence, c'est bien, mais moi qui aime les contacts humains, c'est pas la même chose. Voilà. Là, j'ai affaire à un écran et l'écran n'est pas l'humain, il n'en est que sa représentation. Et ça m'embête un peu. Parce que y a plein de choses qu'on rate. Parce que quand vous êtes en visioconférence, vous n'avez pas en tout cas moi je ne l'ai pas, la capacité à voir les réactions de tout le monde. Oui. Alors que quand on est en présentiel, on voit bien comment les gens réagissent, s'ils bougent la tête, s'ils sautent au plafond, voilà. Tandis que là, c'est compliqué. Voilà. On fait avec. Oui. Voilà, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce qu'il y a une vie fédérale à mener, mais je vous avoue que c'est une énorme frustration que de ne pas pouvoir voir mes collègues. En plus, on est une nouvelle équipe, on a été élus, on a certainement fait la fête chacun de notre côté, voilà, mais on n'a pas eu l'occasion de la faire ensemble. Voilà, franchement, bon, après c'est comme ça, la vie... J'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus tout à l'heure. La vie est faite et se construit sur des frustrations et pas simplement sur tout ce qu'on peut obtenir d'un coup de baguette magique. Tout à fait. Alors, et ça, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure quand on parlera de l'impact des réseaux sociaux sur la vie de la fédération. Vous nous avez parlé des commissions. Est-ce que ces commissions, elles sont ouvertes? Et si oui, comment on fait pour pouvoir y participer? Alors, jusqu'à présent, les commissions, dans la vie d'une fédération, d'un comité départemental, elles sont ouvertes à des personnes qui sont reconnues pour leur implication ou leurs compétences par rapport à un sujet donné. C'est souvent le bouche à oreille qui fait qu'on a connaissance ou on a noué des relations avec des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Bien souvent, ce sont des dirigeants de comités départementaux, de comités régionaux. Mais il est sûr que notre comité directeur fera appel à des personnes, en particulier des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs de haut niveau, des anciens dirigeants, qui vont nous aider à ouvrir un peu les yeux sur autre chose que la vie que l'on connaît. On a le nez dans le guidon, de temps en temps prendre un peu de hauteur, ça fait du bien, et être interpellé par l'extérieur, c'est pas non plus mal. C'est vrai que intégrer des joueurs ou des personnes moins connues, c'est vrai que c'est tentant. Oui. Surtout quand on a affaire au vieux dicton qu'on entend, les yakas, les faucons. Voilà. Moi je suis un adepte de remettre les faucons, les yakas sur la table et puis on discute. N'empêche qu'il faut quand même être un minimum structuré, c'est quand même une fédération sportive, c'est pas le café du commerce. Donc du coup, je n'ai pas encore défini de stratégie pour aller chercher, mais je regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux. J'ai un attaché de presse qui lit les réseaux sociaux, donc qui me fait remonter les questions qui sont posées. Et d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée, nous faisons aujourd'hui une séance
de captation d'images avec vous, oui. Avec Objectif Pétanque Plus. Et il va y avoir, la fédération va faire la même chose. Donc on va faire passer des messages par vidéo, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'écrit c'est bien, ça s'adresse aux dirigeants, mais à l'ensemble du grand public, je pense que l'image, le son, a quand même un impact beaucoup plus important que l'écrit. Je suis conscient de toutes ces lacunes-là, je suis conscient de toutes ces barrières qui sont mises. Mon objectif, c'est de me couper le moins possible, mais je ne peux pas non plus ouvrir, je vais dire, ma porte à tout ce qui va sortir, parce que alors là, si je ne peux pas canaliser les choses et répondre aux personnes, c'est pas la peine. Je suis quand même quelqu'un de raisonnable, et ne pas répondre aux gens, ça n'a aucun sens. S'ils posent une question et que je leur ai donné la possibilité de me questionner, il faut que je réponde, sinon c'est pas la peine. Oui. Faire de la démocratie participative pour faire le plaisir, par plaisir, et pour avoir l'impression de dire aux gens, je vous ai écouté, je vous ai entendu, merci, au revoir. Non, franchement, voilà, j'ai une trop haute estime de la fonction que j'occupe pour m'amuser à faire ce genre de choses. Lors de votre campagne électorale, vous avez déclaré que vous souhaitiez que la FFPJP soit structurée comme une véritable fédération. Alors cette restructuration, elle tend vers quel type de fonctionnement? Alors, d'abord, le mot était peut-être un peu fort, il faut le ramener. On est une vraie fédération, donc oui. Je n'ai pas l'intention de dire que ce qui existait avant n'était pas bien. J'ai une vision différente. C'est ce qui pour moi est important, et c'est ce qui a fondé ma campagne, d'être sur des principes un peu différents. Oui. La première chose, c'est que une fédération, c'était un groupe de personnes, et donc les décisions, elles se prennent collégialement. Alors, la restructuration va surtout porter sur la construction de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Jusqu'à présent, on avait des réunions le vendredi et un comité directeur le samedi et le dimanche où on prenait des décisions. Moi, ce que je souhaite, c'est que les commissions en amont travaillent, soient force de proposition, avec des salariés de la fédération qui ont des compétences, les élus qui ont aussi des compétences. Évidemment. Donc, qu'elles soient capables de se saisir de sujets importants, de les construire, de les argumenter, de façon à ce que quand on prend une décision, la décision que l'on va prendre soit fondée sur des éléments objectifs. De façon à ce que si on va prendre le temps, oui. Moi j'ai un principe, c'est qu'il n'y a jamais d'urgence avec des gens pressés, donc c'est de prendre le temps, de réfléchir à ce qu'on fait, de façon à ce que quand on prend une décision, on ne se dit pas dans l'heure qui suit, mince, si j'avais su, c'est pas ça que j'aurais décidé, donc j'annule et je repars en arrière. Non. Oui, un vrai temps de réflexion. C'est un vrai temps de réflexion, ce sont des choix. Des choix et les choix sont dictés par. Les choix et les décisions sont dictés par des arguments. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, c'est d'avoir des pôles au sein de la fédération, pôle sportif, avec la direction technique nationale, et au sein de la direction technique nationale, d'avoir le pôle formation, le pôle développement, tout ce qui touche aux subventions, tout ce qui touche aux jeunes et aux écoles de pétanque, tout ce qui touche au haut niveau, oui. Voilà, d'avoir ces pôles-là à l'intérieur de la direction technique nationale sous la responsabilité du directeur technique national. Et du côté administratif, un pôle développement avec l'événementiel, le marketing, les grandes décisions, les grands événements que l'on peut prendre, que l'on peut avoir au sein de la fédération. Oui. Un pôle administratif, avec les commissions de discipline, les commissions de recours, les commissions d'éthique, oui. Voilà. Mais aussi tout le travail qui se fait sur les textes administratifs, sur les règlements. Et un pôle financier, avec notre comptable et le trésorier général. Donc chacun va avoir des responsabilités. Chaque salarié va être sous la responsabilité d'un directeur général, qui lui-même est sous la responsabilité du comité directeur, oui. Mais vraiment d'avoir un travail en commun, élus salariés, pour que la fédération prenne les meilleures décisions possibles à partir de l'analyse qui en est faite des problématiques qu'on rencontre. J'ai annoncé pendant ma campagne, et ça moi j'y tiens,
c'est de faire un tour de France des régions. Il y a 13 régions, donc il y aura 13 réunions, où je vais, avec mes collègues élus et les salariés de la fédération, établir un diagnostic territorial, regarder les forces et les faiblesses qu'on peut rencontrer sur des territoires, de façon à ce que les projets que nous allons faire, ça ne va pas être du cousu humain, parce qu'on ne va quand même pas avoir des règlements pour une région et pas pour l'autre, mais de prendre en considération le fait que tous les départements, toutes les régions ne sont pas dotés des mêmes moyens. Donc il faut qu'on soit en capacité d'avoir une lecture de ce qui se passe, comment ça fonctionne au niveau local, de façon à ce que nos décisions soient, on va dire, les plus ancrées dans la réalité possible. Voilà. Moi j'ai besoin, je connais bien ma région, oui. Et malgré ça, il y a des départements de ma région, parce que l'Occitanie s'est agrandie, que je connais moins bien. Donc j'ai besoin de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Ils ont besoin de savoir qui je suis, ce que je veux faire, oui. Et qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de principes, de façon à ce qu'on avance ensemble. Et je crois que ça fait partie des choses qui sont, pour moi, qui sont fondamentales. Et cette nouvelle organisation, alors, elle se veut rapide, c'est-à-dire après la pandémie, c'est une structuration qui verra le jour rapidement? Ah non, elle va voir le jour rapidement, puisqu'on a déjà commencé à travailler. Très bien. Dès le lendemain de l'élection, j'avais une réunion avec Michel Robert, qui est vice-président délégué, le matin. L'après-midi, j'avais un comité directeur de la fédération pour fixer un peu le cadre général. Oui. J'ai eu des contacts avec Karine Schmitt, qui est la responsable des régions. Hier soir, on avait une réunion du bureau national. La semaine prochaine, on aura réunion du comité directeur et du conseil national, où là, je vais fixer le cadre de travail, avec des orientations stratégiques qui sont importantes, comme un travail sur la refonte des nationaux, sur les jeunes dans la pétanque, le statut des régions, la licence. Oui. Pour moi, il faudra qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est compétiteur, quand on est licencié, quand on est membre, même si les cartes de membres aujourd'hui fleurissent mais ne sont pas normalement légales, entre guillemets, comment on fait pour que tous ces joueurs, pratiquants, licenciés, aient envie de venir dans nos structures? Est-ce que quand je suis dirigeant, j'ai besoin d'un certificat médical? Est-ce que quand je pratique la pétanque par amitié, mais que je ne fais pas de compétition, est-ce que je suis obligé d'avoir un certificat médical? Donc c'est toute cette question-là que je vais amener sur le tapis, mais en parallèle, je travaille aussi avec le CNOSF, parce que j'ai des réunions avec le CNOSF, et c'est des questions qui sont transversales à tous les sports. Oui. Ce n'est pas simplement la pétanque. Oui. La pétanque ne vit pas hors sol. Donc le football, le basket, ils sont tous confrontés à des gens qui ne voient pas le sport comme étant de la compétition, mais plus un objet commercial. Je viens, je prends, je m'en vais, je veux pas de contraintes. Voilà. Et dans un club, a priori, quand on vient dans un club, c'est qu'on veut rencontrer du monde, qu'on veut un minimum de contraintes, enfin qu'on accepte un minimum de contraintes. Voilà, et si on est compétiteur, il n'y a pas de sport sans contraintes. Comme partout, on a des droits et des devoirs. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est surtout qu'on est dans un espace où il y a quand même, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore, on a des bénévoles qui consacrent leur vie pour défendre quelque chose, des valeurs humaines, des valeurs de rassemblement, et je crois qu'on leur doit le respect. Quand on pose des règles, on ne pose pas des règles pour embêter le peuple. On pose des règles parce qu'on prend en considération le fait que les gens doivent participer à une manifestation sportive dans on va dire, un cadre serein. Oui. Voilà. Sinon, c'est la foire d'empoigne, chacun fait ce qu'il veut, le plus fort tape sur la tête de l'autre et l'enfonce par terre. Non, ça, c'est pas du sport. Voilà, ça, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça la vie. En tout cas, pas telle que moi je la conçois. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez abordé, c'est-à-dire les jeunes, la pétanque aussi à l'école. Et puis en tant que féminine, évidemment, j'aimerais vous poser des questions sur le regard que vous avez vis-à-vis de la féminisation de notre sport. En plus, je crois que ce sont des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Tout à fait.
Les jeunes, moi j'étais, comme je disais, j'étais jeune joueur et on n'avait pas tout l'encadrement qu'il y a aujourd'hui. Et on venait à la pétanque parce que, bon, moi je suis un cas particulier, mon père n'aimait pas la pétanque, il y avait personne qui jouait, mais déjà à mon époque, on venait à la pétanque parce que les parents jouaient, on avait quelqu'un de la famille qui jouait. Oui. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et donc, si on veut capter des jeunes et les garder, parce que l'objectif c'est de pérenniser les jeunes dans une discipline sportive, il faut que nos clubs soient des vrais lieux d'accueil pour nos jeunes. Donc il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait de l'accompagnement, il faut qu'il y ait de l'encadrement. Donc il y a des formations qui sont mises en place. C'est vrai que les gens n'arrivent pas à concevoir, ou ont du mal à concevoir, le fait que, à quoi ça sert de s'entraîner, à quoi ça sert de s'occuper des gamins. Les gamins, ils n'ont pas, c'est pas une génération spontanée comme ça, où tout arrive, ça tombe du ciel. On est obligé de s'entraîner, de jouer. Alors certains sont doués, ils n'ont rien à faire. Mais, quoi qu'on en dise, même un doué, s'il veut durer dans le temps, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il travaille. Oui. Les dons fleurissent quand on s'en occupe. Je ne connais aucun jardinier qui ne s'occupe pas de ses plantes pour qu'elles arrivent à maturité. Donc nous c'est pareil, on a tout ce travail-là à faire. L'école est un bon creuset. Oui. Donc grâce aux conventions que l'on a, il y a déjà un travail qui se fait depuis de nombreuses années au sein de la fédération, grâce à la direction technique nationale, grâce à Anna Maillard, à Philippe Chéneau, il y a des personnes qui travaillent déjà depuis très très longtemps là-dessus. Oui. Et l'ancien DTN, qui va partir au Sport Bout, Jean-Yves Perronnet, a quand même fait tout un travail en profondeur pour que le sport pétanque rentre à l'école. Oui. Donc on a là une passerelle qui est importante. Il faut encore la travailler puisque au niveau de l'éducation nationale, je ne suis pas persuadé qu'ils perçoivent la pétanque dans toute sa dimension, de tout ce qu'elle peut apporter au milieu scolaire. La mixité, le travail sur l'endurance, sur la concentration, sur le fait de respecter des règles. Et on touche malheureusement des fois un public qui est décrit comme difficile. Moi, c'est pas la vision que j'en ai. N'empêche qu'on a tout ce travail-là à faire pour permettre à tous les gamins de se poser. Certains ont des histoires difficiles et la pétanque leur permettra de poser leurs valises, de se réaliser dans une discipline sportive qui est ouverte à tous. On peut devenir plus facilement un bon joueur de pétanque qu'un très mauvais joueur de football. Donc à nous de saisir ces opportunités pour savoir, entre guillemets, se vendre. Et je pense que des fois, on a du mal à parler de notre discipline sportive. Oui. Alors, les gens en parlent souvent en disant « oui, mais moi, c'est facile, je jette des boules, les copains, il y a l'apéro, il y a machin. » Mais quand on parle de compétition, quand on parle de sport, on n'est pas du tout dans la même logique. Non. Il faut vraiment s'astreindre à une discipline. Nos anciens, les Christian Fasino, les Foyot, les Hureau, ces gens-là, ils jouent tout le temps. Et ils ont en plus un don. Et ils ont commencé à une époque où ils étaient largement au-dessus du lot. Aujourd'hui, quand on veut percer, c'est plus du tout la même chose. En plus, on a un handicap aujourd'hui, c'est qu'on est confronté à d'autres sports. Et en particulier un sport dont il faut se méfier, c'est le e-games. Rester dans son canapé, ne plus bouger, être sédentaire, ne plus avoir envie d'avoir de contact avec les gens. De partager. De partager. Et donc, le sport virtuel permet de rester derrière son écran et de ne pas avoir de contact avec les gens. Et se mettre à nu devant les gens, c'est pas toujours facile. Et on a des gens qui se complaisent dans ce milieu-là. Et donc à nous aussi d'aller les chercher. Et je pense qu'un jour, il y aura des e-games de la pétanque. Pour le moment, il y a des applications, mais qui ne sont pas très performantes. Mais je pense qu'on a aussi à aller piocher de ce côté-là pour amener les jeunes vers nous. En tout cas, les clubs ont besoin de se structurer. Oui. Et nous, on a besoin de parler différemment aux parents qui ne jouent pas à la pétanque. Les parents ont besoin d'être sécurisés quand ils laissent leurs enfants dans une école de pétanque, ou dans un club de pétanque.
ils vont les laisser à 14 h, ils viendront les chercher à 17 h. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas laissés dans la nature, qu'on s'en occupe. Et ça, c'est important. Et donc, il faut avoir des outils numériques où on va cliquer, taper sur un clavier, regarder où il y a des clubs de pétanque. Qu'est-ce que le club de pétanque propose à mes enfants? Est-ce qu'il y a de l'encadrement? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est des gens formés ou pas? Oui. On fait un premier pas avec les contrôles d'honorabilité. Oui. Parce que malheureusement, l'évolution de la société fait qu'on est confronté à des problématiques de mœurs. Voilà, sans rentrer dans les détails. Et donc on a aussi apporté des garanties aux parents que les personnes qui vont s'occuper de nos enfants, ce n'est pas des personnes qui vont mettre les enfants en danger. Des personnes qualifiées et puis qui peuvent transmettre les valeurs du sport qui aideront les enfants aussi à construire leur vie future. Parce que ce qui est important dans le sport, c'est pas de jeter 3 boules de pétanque en fer. Hein. Alors, il y a ça, mais il y a aussi toutes les valeurs humaines que l'on va développer, les valeurs de citoyenneté. Et la pétanque a ce côté intergénérationnel. Oui. On a des anciens qui ont connu notre vie que la nôtre, qui ont des valeurs différentes de celles qu'on a aujourd'hui, et ils y tiennent. Oui. Et ils sont capables de les transmettre à des gamins. Donc à nous de faire cet amalgame entre les jeunes, les anciens, entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Et d'ailleurs, les femmes ont une place importante dans notre discipline qui se féminise de plus en plus. Oui. Pas simplement parce que ce sont des femmes, mais parce qu'il y en a qui sont de très bonnes joueuses de pétanque. Et surtout, elles ont un côté, alors, je ne sais pas si c'est lié à leur côté féminin, mais quelque chose de rassurant. On a plus de femmes qui respectent le règlement et qui respectent les contraintes du jeu que d'hommes qui se plient facilement à la réglementation. Donc la pétanque, c'est, on va dire, c'est apaisé depuis que des femmes jouent à la pétanque. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, l'introduction des femmes dans la pétanque fait qu'elles amènent avec elles une autre façon de regarder le sport, avec des obligations différentes, parce qu'elles sont souvent mères de famille, elles ont des enfants. Donc aujourd'hui, il y a toute cette logique-là qui arrive et qui fait que on est obligé de changer notre façon de regarder notre discipline sportive. Voilà. Et puis, on sait très bien aussi que, malheureusement, la pétanque, c'est un microcosme. Hein, oui. Et donc, on a toutes les problématiques du monde qui se réunissent dans un petit milieu. Donc, le machisme est présent, le sexisme est présent, l'homophobie est présente. Donc, on a aussi, nous, un rôle à jouer auprès des enfants pour leur expliquer que tout le monde doit être respecté. Et il n'y a pas de... qu'on soit blanc, noir, musulman ou chrétien, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment regarder les gens différents. Donc le handicap est important, parce que ça nous permet de voir qu'on est en bonne santé. Et eux, de voir qu'on peut aussi évoluer ensemble. Ensemble, tout à fait. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là qui, moi, me tiennent à cœur, parce que on retrouve à la pétanque le droit à la différence, et surtout, les boules de pétanque rapproche les gens. Un ballon de football, si t'es pas bon, t'es pas bon. Hein. Une boule de pétanque, même si t'es pas bon, tu vas trouver toujours un moyen de jouer. Voilà. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de conditions physiques que nécessitent certains autres sports pour pouvoir jouer. Et puis on peut jouer un peu n'importe où à la pétanque également. Alors c'est vrai que pour jouer, on n'a pas besoin de conditions physiques. Oui. Mais pour pratiquer le sport pétanque, on a besoin d'un minimum de foncier. Oui. Parce que quand ça dure dans le temps, il faut quand même que le corps et l'esprit soient en harmonie, parce qu'à un moment donné, sinon quand ça déconnecte, ça se part en ficelle. D'ailleurs, la différence qu'il y a entre un très grand champion et un très bon joueur de boules, c'est la capacité qu'il a à se transcender dans les moments difficiles. Exactement. Et il ne peut le faire que si il est en harmonie, geste, pensée, et la respiration qu'il va avoir. Et le dépassement de soi aussi. Le dépassement de soi, la volonté, voilà, et ça se travaille. Hein. Bien sûr. On a parlé des valeurs autour de la pétanque. J'aimerais qu'on aborde l'image et la médiatisation de notre sport. Quelle image vous aimeriez véhiculer? Est-ce que vous pensez de l'augmentation de la médiatisation et des réseaux sociaux, des différents groupes de réseaux sociaux qui parlent de notre sport? Oui, alors ça, n'importe comment. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est incontournable. Ça fait partie de la vie et ça fait partie du droit à l'expression. Donc, je ne suis pas, moi, pour couper les réseaux sociaux. Bien au contraire, je pense que
Je préfère qu'on parle de ma fédération plutôt qu'on l'ignore. Donc, tout ce qui est dit sur la fédération, ça me convient. Dans la limite où les propos qui sont tenus respectent ce que nous sommes. Respectent les licenciés, respectent les dirigeants. Je pense qu'on peut parler de tous les sujets, mais il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'attaquer les hommes, qu'ils soient licenciés, dirigeants de clubs, de départements, de régions ou de fédérations. Je ne connais aucun bénévole qui fasse quelque chose pour faire du tort à quelqu'un. Quand ils agissent pour le mieux qu'ils pensent devoir faire pour leur fédération, pour leur club, pour leurs licenciés. Et je pense que bien souvent, les gens ne se rendent pas compte, au travers de propos, le malaise qu'ils peuvent créer, voire même les blessures qu'ils peuvent procurer à certains de nos licenciés. Oui. Et en ça, les collectifs, les groupes de réseaux sociaux, les médiateurs sur les réseaux sociaux ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est pas de censurer ce qui est dit, mais c'est de faire en sorte qu'on reste toujours dans des propos mesurés. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en train de s'attaquer. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que la pétanque. Et il faut savoir raison garder. Il y a assez de guerres sur les continents. Il y a assez de gens qui souffrent pour que nous, par nos propos, on ne contribue pas à ce genre de choses. Alors oui, la communication est importante. Bien sûr. Oui, l'image que l'on donne est importante. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis un homme public. Oui. Donc je me dois à ma fédération de représenter quelque chose et de ne pas avoir un comportement qui nuise à ma fédération. Comme les joueurs sur un terrain ont à avoir un comportement qui ne doit pas être contraire à l'éthique sportive. Et donc ils ont à avoir le sens des responsabilités. Quand je suis sur un terrain, je ne suis pas tout seul. Quand je joue à la pétanque, je ne suis pas tout seul. J'ai les dirigeants, j'ai les organisateurs, j'ai les mairies, j'ai les sponsors. J'ai tout un tas un environnement qui s'est démené pour que je puisse pratiquer mon loisir ou mon sport. Donc je leur dois le respect. Mais dire qu'on doit le respect aux gens ne veut pas dire qu'on est tenu au silence absolu. Bien sûr. Donc j'autorise des gens à dire que ce que je fais n'est pas bien, que les choix que je fais ne sont pas les bons, que les orientations que prend la fédération ne sont pas les bonnes. Mais je dirais que tout Français et tout joueur de pétanque a dans l'âme, comme au football, ils sont sélectionneurs dans l'âme. Voilà. Mais à un moment donné, quand on veut passer du stade de la critique à la réalisation, la seule façon que je connais, c'est de franchir le pas et de devenir dirigeant. Pour voir si les idées que l'on a, si les orientations que l'on a dans sa tête peuvent être mises en pratique. Parce que de mon siège, devant la télévision, quand j'écoute le Premier ministre ou le Président de la République qui parle, je peux me dire, attends, si j'étais à sa place, je ferais 10 fois mieux que lui. Je ne suis pas à sa place. Et quand on est en responsabilité, on se rend compte qu'entre ce qu'on croyait, ce qu'on veut, il y a tout un chemin à faire. Et la vie ne se construit pas simplement sur la réalisation de tout ce qu'on souhaite tout de suite. Le monde se construit sur la frustration. Donc on tire plus de ses échecs que de ses réussites. Quand on réussit, tout va. On roule, il n'y a pas de problème, on n'a même pas besoin de se poser de questions. Quand on rate quelque chose, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait dans le mécanisme pour que ça rate et comment je peux améliorer les choses. Donc moi ce que j'attends des réseaux sociaux, c'est pas qu'on me balance des pierres, mais c'est qu'on réfléchisse avec moi, avec d'autres, se dire voilà, ils ont pris une orientation, je ne suis pas d'accord, mais voilà ce que je propose. Oui. Voilà, ça c'est de la construction. Qu'on soit dans la proposition et dans le concret. Voilà, dans le concret. Et dans le positif également. Dans le oui, autant que faire se peut. Hein. Je préfère qu'on soit dans le positif que dans le négatif. Mais
je disais tout à l'heure, les yakas, les faucons, oui, on les met sur la table, on regarde. Et on va voir si c'est réalisable. Est-ce que c'est réalisable? Et des fois, il y a une différence entre réalisable et réaliste. Donc du coup, il faut que chaque fois qu'on va faire quelque chose, c'est comme un jeu d'échecs. Je bouge mes pions, mais si je n'ai pas anticipé, bon, je vais faire échec et mat en 2 coups de cuillère à peau, j'ai perdu parce que je n'ai pas su voir le champ des possibles. Et j'avais un professeur de psychiatrie qui me disait, il y a des années en arrière, il y a un problème causons. Mais quand je cause avec une personne, ce qu'on va dire peut être enrichi par les millions de personnes que je n'ai pas écoutées. Et peut-être que quand j'aurai écouté les millions, il y aura encore des millions que je n'aurais pas écoutés qui auraient pu m'apporter. Mais moi, je vais faire un choix. Est-ce que le choix que j'ai fait, je l'assume, je l'ai pesé, et même si je ne l'ai pas pesé et que je l'ai fait, je l'assume. Voilà, c'est comme moi, ma vie, elle est basée de cette façon-là, et je vis comme ça depuis 64 ans. Me dire une fois que j'ai fait quelque chose, si j'avais su. Non, mais si j'avais su, mais t'as qu'à réfléchir avant, mon grand rien, c'est pas après qu'on réfléchissait avant. Et sur les réseaux sociaux, j'ai souvent l'impression qu'on est plus dans le passage à l'acte que dans la réflexion. Or, nous, en tant que dirigeants, on ne peut pas être dans le passage à l'acte. Je fais un acte, et après, je me pose la question de savoir si non, je réfléchis avant, parce que je sais que je vais entraîner un tas de choses. Alors, c'est vrai que c'est pas... Mon discours, il n'est pas... il est peut-être pas un discours qu'on entend habituellement. Les dirigeants sont plutôt, on va dire, de fins tacticiens politiques. Moi, je ne vais pas dire que je ne fais pas de politique. J'ai été élu municipal, donc je sais ce que c'est que de faire la politique. J'ai travaillé avec des élus, avec des sénateurs, avec des députés. Je sais ce que c'est que la politique. Mais la politique, c'est aussi d'apporter des réponses aux gens. C'est pas simplement de leur faire plaisir. Bien sûr. Voilà. Donc moi, je sais que je prendrai des décisions qui sont impopulaires, mais je les assumerai parce que ça fait partie des choix que collectivement on aura fait au sein de la fédération avec les comités départementaux et les comités régionaux. Et puis si elles sont expliquées, elles sont aussi mieux comprises, mieux acceptées, ces décisions-là. Tout à fait. C'est l'explication qui est importante. Et la communication, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Si on veut être compris, il faut expliquer, il faut argumenter. Voilà. Et moi, balancer des idées, ça va l'apporter tout le monde. Hein. Mais argumenter, des fois, c'est moins facile. Parce qu'on va avoir des contre-arguments. Donc il faut aussi être capable de regarder les contre-arguments, d'avoir été beaucoup plus loin que simplement la propre vision que l'on a. Oui, la remise en question, l'acceptation des idées des autres. Tout à fait. Tout à fait. Et donc j'attends des réseaux sociaux. Que ce soit la presse ou les réseaux sociaux, c'est pas mes attachés de presse. Hein. L'attaché de presse, il va dire ce que moi j'ai envie qu'on en Oui, dise. le message que vous voulez véhiculer. Eux sont là pour critiquer, entre guillemets, mais dans le respect, comme me diraient les rugbyman, viril mais correct. Voilà, c'est ce que j'attends, moi, qu'on m'interroge, qu'on me pose des questions. D'ailleurs, je suis attentif, hein, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai un attaché de presse, Clément Ménéguine, à la Fédération, qui regarde les réseaux sociaux, qui me fait remonter des questions. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions tout à fait légitimes. Bien sûr. On va en parler tout à l'heure. L'histoire du Centre national, le prix de la licence, j'en passe. Ce sont des questions légitimes puisque ce sont souvent des gens qui sont extérieurs au système de dirigeants et donc ils ne perçoivent pas toute la teneur de ce que nous on fait depuis des années, peut-être pas toujours bien en termes d'explication, voilà, mais au moins on a le mérite d'essayer, moi j'essaye au moins d'apporter des réponses à vos auditeurs, aux internautes. On a évoqué ensemble la transparence, la volonté d'expliquer les choses. J'aimerais revenir avec vous sur la situation actuelle et sur les informations que vous détenez quant à une éventuelle reprise des compétitions et notamment du championnat de France. Alors, dès le lendemain de mon élection, j'ai demandé, je disais que j'avais eu une réunion du comité directeur. Donc on a mis en place un groupe de travail pour plancher sur la reprise. Parce que, compte tenu des informations que l'on avait par rapport à l'évolution de la pandémie et à la pression sur les services hospitaliers,
il était illusoire de penser qu'on allait reprendre nos activités au 24 avril. Mais la fédération avait fait ce choix pour avoir une perspective, pour ne pas laisser les gens dans le doute en se disant il n'y aura pas de reprise, donc c'est une saison blanche. Non, c'est pas une saison blanche. Donc les gens, certains, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, nous accusent d'avoir laissé planer le doute en disant oui, mais ils font ça pour qu'on prenne notre licence et puis non, on ne le fait pas pour que les gens prennent une licence. On l'a fait parce que aujourd'hui, la pétanque, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, elle ne vit pas hors sol. Oui. Vous avez des familles qui aujourd'hui, à cause de la pandémie, sont dans des situations de grande précarité. Les étudiants qui sont en grande précarité, les commerces, les bars, les restaurants, les discothèques pour les jeunes, et tous les jeunes qui sont confrontés à aujourd'hui une incapacité à se retrouver ensemble. Ils commencent même à en avoir tellement marre qu'ils envahissent des fois, aux grandes dames de la police, les bords de Seine ou les bords de Garonne. La pétanque est prise dans ce mouvement-là. Et on est confronté à un gouvernement qui lui-même est confronté à une pandémie qu'il n'arrive pas à résoudre. Oui. Dire à des dirigeants de clubs ou de départements qu'ils sont les toutous de Macron parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des idées et de peser pour que la reprise se fasse, je ne vais pas dire que c'est scandaleux, c'est irresponsable. Il n'y a pas un dirigeant qui, aujourd'hui, n'aime pas son sport au point de se dire « j'en ai rien à faire, je vais tout arrêter parce que mon sport, c'est secondaire ». Non, notre sport contribue à la vie des gens, à la vie sociale des gens, au maintien de la santé. Oui. Donc on a tout intérêt à reprendre le plus vite. Mais non, on n'est pas fous. On a tous dans nos familles des gens qui ont eu le coronavirus. Certains de nos licenciés ont vu leurs parents, leurs grands-parents décédés. On se doit quand même d'être responsable. Et notre responsabilité, c'est aussi de dire il va y avoir un après. Mais comme je ne suis pas devin, oui, je suis obligé d'aller pas à pas et que je prépare la reprise en se disant j'espère, je croise les doigts, c'est le 24. Et puis il arrive un moment où on se dit non, on ne peut pas laisser les gens dans cette perspective puisque c'est pas réaliste. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a le gouvernement qui nous annonce une reprise à partir du 1er juin. Voilà, en gros. Et je sais qu'au sein du ministère, d'une cellule interministérielle, il y a des réflexions qui sont menées afin de faire en sorte que le sport en plein air, auquel on appartient, oui, puisse reprendre à partir du 14 mai avec des phases successives. Mais la pétanque, si on fait que jouer, c'est bien. Mais les organisateurs ont besoin de leur buvette. Oui. Ils ont besoin de la restauration. Oui. Ils ont besoin de toute une infrastructure derrière qui leur permette de vivre. Et ils ont besoin d'être aussi assurés que le préfet du département ne va pas prendre la décision, puisqu'il est sous-tendu sa décision par l'état d'urgence sanitaire qui est maintenu jusqu'au 1er juin, de se dire, moi je tire le parapluie parce que j'ai pas envie que tout le monde soit malade dans mon département. Et les hommes politiques vont dire, les maires vont dire, ben moi non plus, parce que c'est le premier sur qui on va sauter si jamais j'ai laissé faire, c'est moi. Bien sûr. Donc il y a une responsabilité. Les individus n'ont aucune responsabilité, en tout cas pas pénale. Mais quand vous laissez les gens jouer et qu'il y a des clusters, les familles se retournent contre qui? La question de la responsabilité, bien sûr. C'est la question de la responsabilité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se font piquer, qui meurent et qui attaquent les autorités parce qu'ils estiment qu'il y a un lien de cause à effet entre la piqûre et le décès. Vrai ou pas vrai, la médecine ou les autopsies le diront. Mais nous, on a cette même responsabilité. Moi, je ne peux pas, en tant que président de la fédération, et Joseph avant moi, on ne pouvait pas dire aux gens, allez, faites n'importe quoi, jouez, et puis ne vous préoccupez pas des autres. Non. Par contre, là où moi j'ai une interrogation que j'ai dit l'autre soir quand j'étais en réunion au CNOSF,
Moi, ce qui me gêne, ce sont les injonctions paradoxales. Le virus se propage plus dans la cellule intrafamiliale. Oui. Donc vous devez vivre entre vous masqués. Mais vous ne pouvez pas aller dehors. En tout cas, vous devez être en nombre limité dehors. Mais par contre, vous avez le droit de prendre le métro. Donc c'est comment tous ces messages sont reçus par les citoyens qui vivent très mal la pandémie après un an d'aller-retour, de confinement et de règles strictes de privation de liberté. Et à un moment donné, ils n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et je pense que là aussi, alors je suis persuadé que le président de la République et le Premier ministre sont bien plus intelligents que moi, et ils ont une stratégie. La stratégie, c'est de nous amener au 14 mai avec suffisamment de personnes vaccinées pour qu'on puisse redémarrer tout doucement notre pratique en plein air, l'activité des bars, l'activité des restaurants. Voilà. Et on aura une deuxième phase à partir de, j'espère, début juin. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a, dans le groupe de travail, a pris en compte ces éléments-là. Donc on s'est dit, ça ne sert à rien de réfléchir sur une reprise d'activité avant. Mieux vaut se concentrer sur la période estivale. Oui. Et comment, pendant la période estivale, on peut garder un certain nombre de manifestations qui vont permettre aux gens de jouer, qui vont permettre à ceux qui ont pris la licence d'avoir une activité pendant l'été. Et de se projeter également. Il y a un besoin aujourd'hui de projection. Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait des propositions, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est interdépendant. Oui. Moi, je ne peux pas prendre la décision de maintenir des championnats de France au mois d'août, septembre, ou de bouger des dates, sans me préoccuper des organisateurs des villes qui nous accueillent, de la télévision qui va nous filmer. Donc j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'éléments qui vont me dire, ok, la stratégie que tu choisis, elle est réaliste. Oui. Donc on va pouvoir déplacer des championnats de France, on va pouvoir en supprimer certains, on va pouvoir en garder d'autres, parce que les villes sont prêtes à les faire, puisque la pandémie va nous laisser respirer un peu plus que ce qu'elle nous fait aujourd'hui. Donc on a fait 2 notes. Une pour expliquer qu'on a abandonné le 24, oui. Une pour expliquer qu'on était en train de travailler sur un nouveau calendrier qui va sortir le 11 ou le 12 avril, après le comité directeur de la fédération. Il y a déjà des idées qui ont été transmises aux présidents de région, donc ils savent sur quel scénario on travaille. Oui. Voilà. Et après, je ne suis ni le Père Noël, ni un magicien. Si la pandémie nous imposait une période estivale hyper tronquée, on essaierait de sauver ce qu'on peut. En tout cas, moi, je ferai tout ce que je peux pour que la pétanque contribue au bien-être des gens. Et ça fait partie de l'aspect psychologique de jouer à la pétanque pour certains, de se retrouver dans leur club. Voilà. Donc, il y aura des manifestations. Oui. Comment? Voilà. Je ne suis pas Jean-Michel Aulas, mais je suis dans la même situation que lui. Je ne sais pas si j'aurai du monde dans mon stade. Voilà. Il est confronté au même problème que nous. Et pourtant, Dieu sait que Jean-Michel Aulas doit avoir plus de poids que le président de la Fédération française de pétanque. Et malgré ça, quand on lui dit « Monsieur, vous n'aurez aucun spectateur dans votre stade », il n'y a pas de spectateur dans le stade. Oui. Et vous ne le voyez pas avec une pancarte dehors en train de manifester. Moi, ce que j'attends des licenciés, oui. C'est de la solidarité avec les dirigeants, parce que aucun dirigeant aujourd'hui, fédéral, ne vit cette situation de façon sereine. On est confronté à des décisions qui nous font mal. Oui. Moi, je suis le premier à aimer jouer à la pétanque, donc quand je vois qu'on ne peut pas, ça me fait mal au ventre, mais je me dis, est-ce que j'ai un autre choix ? En tout cas, si je faisais un autre choix, est-ce que ce serait responsable de le faire autrement? Voilà. Mais je ne laisserai pas les gens dans la panade. Donc, il y a un calendrier qui va sortir, qui s'appuie à la fois sur des orientations gouvernementales, qui sont relayées par le CNOSF et qui sont mises en application par les fédérations. Voilà. Donc,
C'est cet ensemble-là qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas le président de la fédération tout seul qui prend des décisions. Qui décide dans son coin de tout ça. J'aurais pas la prétention d'être plus intelligent que Macron. Voilà, il est en responsabilité. Il a les mêmes choix à faire que moi tous les matins. C'est-à-dire comment je m'occupe, lui de la France, moi de la France de pétanqueur. Voilà. On a évoqué ce potentiel calendrier qui devrait voir le jour au 11 avril. Comment vont procéder les licenciés pour avoir ces informations? Par quel biais vous allez communiquer sur ce calendrier? Alors, on va communiquer à partir... Donc déjà, on va envoyer, dès qu'on aura fait le calendrier, on va l'envoyer à nos comités départementaux, comités régionaux. Une fois qu'ils ont l'information, elle sera relayée sur le Facebook de la fédération, ainsi que sur le site de la fédération. Une fois qu'il est sur le Facebook de la fédération, ou sur le site de la fédération, n'importe qui peut s'en saisir. Oui. Donc moi, j'invite les influenceurs, tout le monde à piquer dedans pour être le relais de notre information. Voilà. Aujourd'hui, on aura dans les mois à venir aussi un travail à faire sur notre propre communication. Je vous disais tout à l'heure qu'on va faire un clip vidéo pour préciser les orientations que je vais choisir, mais aussi répondre à un certain nombre de questions que vous posez aujourd'hui, mais qui là seront plus cadrées sur le plan fédéral. Voilà. Aujourd'hui, on fait un exercice, on va dire, innovant pour la fédération. En fait, on parle de la fédération à travers de son président dans un cadre complètement différent. Oui. Comme ça, les gens apprendront à me connaître. Peut-être quand ils me croiseront sur les terrains de pétanque, ils auront plus envie de venir me voir que de se dire oh, il est inabordable. Je ne suis pas inabordable et je discute avec tout le monde et je réponds aux questions. N'empêche que la communication, c'est un vrai métier. Oui. Et donc on a aujourd'hui au sein de la fédération Clément Ménéguine qui est journaliste de formation, qui s'occupe du service communication à la fédération, mais on s'adresse à nos dirigeants, on s'adresse à nos licenciés, et peut-être qu'on a un travail à faire pour toucher d'autres publics que vous touchez grâce à, on va dire, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers de vues que vous avez, Boulistonote aussi. Donc on a un travail, d'ailleurs, une petite information, moi je veux renouer avec la PQR. Pendant des années, on a eu des journalistes sur les championnats de France. Progressivement, on les a mis un peu de côté. Donc quand ils venaient, c'est bien, quand ils venaient pas, c'est bien. Moi j'estime qu'il faut qu'on parle de nous. Tout à fait. Il y a un adage qui dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Quand on est un sport, c'est le contraire. Il faut qu'on parle de nous. En bien, mais qu'on parle de nous. Voilà, c'est important. Plus on parle de nous, plus on parle de nos résultats, plus on parle de ce qu'on fait, mieux c'est, parce qu'on va toucher des gouvernants, des députés, des sénateurs, qui vont se dire, là il y a une force de frappe. Aujourd'hui, la pétanque, ou le sport en général, en dehors des ligues professionnelles, on n'est pas structuré comme le monde de la culture. Oui. Quand la culture est en colère, il y a tout qui bouge. Quand le sport est en colère, ça fait une vaguelette dans un verre d'eau. Oui. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à ce que le mouvement sportif soit structuré, qu'il soit fort entre les fédérations olympiques et non olympiques, de façon à ce que nos messages passent. C'est pour ça qu'on a adhéré au collectif des sports en plein air, parce que j'estimais qu'entre le golf, le surf, la voile, la chasse, la pêche et la pétanque, on représentait 2,5 millions de licenciés, de pratiquants, qui pouvaient peser sur certaines décisions. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de la reprise du sport en plein air. Oui. Et moi, je veux m'inscrire là-dedans. Voilà, donc du coup, les gens pourront avoir l'information dès moi, je la veux le plus rapidement possible. Donc, je pense, on a le week-end, c'est le week-end du 9-10-11. Je pense que le 12-13, grand maximum, le nouveau calendrier sera diffusé et ceux qui voudront en prendre connaissance pourront aller le voir sur le Facebook de la Fédération et le site de la Fédération, parce que pour moi c'est vital. Bien sûr. Voilà, c'est vital pour nos licenciés, c'est vital pour notre discipline sportive,
Et je ne vous cacherai pas que c'est vital aussi sur le plan financier. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez, on peut en parler au travers des propos qui ont été tenus sur nos fameux 2 euros. On allait venir à cette question-là. Alors effectivement, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a parlé du Centre national technique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel va être son objectif et qu'est-ce qu'il va apporter au monde de la pétanque? Alors, aujourd'hui, j'invite ceux qui ne connaissent pas le siège de la fédération à Marseille à venir voir ou aller sur Internet, regarder ce que c'est. On est dans un quartier de Marseille, un peu en dessous de là où se filme Plus belle la vie. On ne peut pas garer de voiture. C'est impossible, il n'y a pas de parking. La porte pour entrer à la fédération, c'est un digicode avec des barreaux. D'accord. Vous sonnez, si vous n'avez pas le code, vous sonnez sur le bouton de la fédération, vous entrez, vous avez un petit couloir et vous avez la porte de la fédération qui est une porte blindée. Et vous arrivez dans une salle qui sert à la fois de salle d'accueil, de dépôt de carton d'entrepôt, hein. Et puis vous avez des bureaux pour le secrétariat, les directeurs et des salles de réunion. C'était bien quand la fédération avait 2-3 salariés. Bien sûr. C'était bien quand la Fédération française de pétanque, avant 2004, n'était pas sport de haut niveau. Aujourd'hui, quand on accueille des partenaires, quand on accueille des officiels, des élus de la République, les accueillir dans ces conditions, c'est pas l'idéal. Pas idéal. Et d'avoir ces salariés dans ces conditions de travail, c'est pas non plus idéal. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a 4 ans, même 5 ans, hein, l'idée du Centre national avait été émise par Michel Desbois. En plus, elle s'inscrivait dans une période où on était susceptible de pouvoir entrer aux Jeux Olympiques 2024. Bon, ça ne s'est pas fait, mais le Centre national, en lien avec notre projet de développement et l'image que l'on veut donner de notre fédération, devenait une nécessité. Il a été voté au Congrès de Troyes en 2019. Puis au Touquet, on en a reparlé en 2020. Et à l'époque, pour pouvoir mener ce projet à bien, on avait une présentation avec une augmentation de la licence de 2 euros. Oui. 2 euros qui seraient consacrés intégralement à ce projet. La pandémie est arrivée sur ces entrefaits. Et on a une baisse de licenciés. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le centre est une nécessité. Centre administratif et centre de la haute performance pour accueillir nos équipes de France, dans de bonnes conditions. Par contre, ce qui a été dit au congrès de Troyes, je le maintiens, ce centre n'a pas vocation à faire des manifestations sportives. Les manifestations sportives sont de la compétence des départements, des régions, sous l'égide de la fédération. C'est un moyen pour eux d'avoir des finances. Donc moi, je ne ferai pas de concurrence à mes organes déconcentrés. D'accord. Je veux un centre. À Marcoussis ou à Clairefontaine, il n'y a pas de match de football et il n'y a pas de match de rugby. Ils se jouent ailleurs. Ben nous, ce sera pareil. Par contre, à Marcoussis et à Clairefontaine, ils accueillent les sportifs dans de très bonnes conditions pour préparer des échéances nationales, mondiales et internationales. C'est ce que je veux pour nos meilleurs joueurs. Après, on est 300 000 licenciés. Le budget de la fédération, c'est 4 millions d'euros. Il faut savoir raison garder. Construisons un centre ambitieux, mais à la hauteur de notre nombre de licenciés et de nos finances. Oui. Donc, ce n'est pas un palais qu'on va construire. Et je fais confiance à Didier Chauvin, à Michel Robert, à Christian Vigneault, à Kevin Gallier et tous les membres de la fédération pour qu'on arrive à concrétiser le projet de Michel Desbois,
sur une perspective conforme à ce qu'on peut attendre. En tout cas, un licencié de la fédération doit être fier des installations de sa fédération. Ils n'y mettront peut-être jamais les pieds, mais combien de joueurs de football ont mis les pieds à Clairefontaine? Combien de joueurs de rugby ont mis les pieds à Marcoussis? En dehors des internationaux? J'en connais pas beaucoup, hein, mais bon. Nous, on va construire un centre avec 32 terrains. Il sera mis à disposition des jeunes qui viendront en sélection, des jeunes qui viendront faire des stages, des éducateurs qui viendront se former. On aura le centre de formation adossé à ce centre technique. Donc ça va être un centre technique et administratif à disposition de toutes les personnes qui ont envie de progresser au sein de notre fédération. En tout cas, moi je le dis, je le redis, je ne ferai pas de compétition à l'intérieur de ces locaux. Et qu'avez-vous envie de répondre aux détracteurs qui font un parallèle entre cette augmentation de licence de 2 € pour ce projet et la souffrance aujourd'hui qu'on ressent dans les clubs liée notamment à la pandémie, aux difficultés qui sont aujourd'hui présentes dans les clubs? Je veux dire que c'est un sentiment, c'est un ressenti plus qu'une réalité. Je vais faire un parallèle. Déjà sur les 2 €. Les 2 € vont nous servir à capitaliser, oui, pour emprunter au meilleur taux et sur une durée la plus courte possible. Et donc à mobiliser le moins d'argent. Donc derrière, il faut trouver un lieu adapté, un lieu où on aura des subventions en nombre suffisant pour diminuer le coût du projet. Oui. Je veux dire, hein, je vais caricaturer. Si mon projet il coûte 100 millions et que j'ai 99 millions de subventions, je suis heureux. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Bon, ce ne sera pas le cas, mais il faut rester, voilà, il faut être honnête. La recherche des subventions et le reste à charge pour la fédération, voilà ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, on entend des chiffres complètement extravagants. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que mon plan de financement est adapté à ma fédération? Et donc, là aussi, ce qui est important, c'est que ce qui va me rester à payer soit le moins important possible, meilleur rapport qualité-prix. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette augmentation de licences dans un contexte particulier, la pandémie. Est-ce que c'était maladroit? C'était voté il y a 2 ans. La pandémie nous est tombée dessus. Reculer, annuler les 2 € et les reporter, c'était nous empêcher de nous constituer une réserve financière, oui, et peut-être faire mourir le projet alors que c'est une nécessité. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que la Fédération française de pétanque ne fonctionne pas comme les autres fédérations sportives. Une fédération sportive, quand vous êtes licencié au football, au rugby, au golf, vous payez votre licence dans votre club et, en dehors de la part du club, tout part à la fédération. Tout est... Donc, quand on dit que la Fédération française de football ou de judo a un prix de licence aux alentours de 30-35 € fédéral, il y a 35 € qui partent à la fédération. Oui. Et elle va redistribuer à ses organes déconcentrés, départements, régions, X € par nombre de licenciés. Nous, historiquement, on ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc quand on veut comparer le prix de la licence de la Fédération française de pétanque avec le prix de la licence du tennis, il faut prendre la part départementale, la part régionale et la part de la fédération. Et dans ce type, la part de la fédération est la plus faible de tous les sports français. 10 €, aujourd'hui 12 €, c'est la plus petite part consacrée au prix de la licence dans tous les sports français. Par contre, vous allez au tennis, vous allez payer 270 € votre licence. Vous avez 250 ou 240 qui vont au club, parce qu'ils ont des infrastructures, ils ont des cours des cours à entretenir, des professeurs à payer, et 40 € qui vont partir à la fédération.
le budget de la fédération de tennis, par exemple, 98% proviennent des recettes de Roland-Garros et de Bercy. Donc 2%, c'est le prix de la licence, 30 euros. Nous, c'est pas la même chose. Nous, de nos 10 euros, enfin de 12 euros aujourd'hui, c'est 75% de notre budget dans la globalité. Mais si j'enlève de ce budget un certain nombre de choses qui ne sont pas des ressources, mais qui ne sont pas des recettes, mais qui sont, par exemple, le remboursement d'un certain nombre de choses par la SAOS ou autre chose, c'est quasiment 90% de mon budget qui est apporté par la licence, les affiliations et les mutations. Donc aujourd'hui, une baisse des licenciés entraîne une perte très conséquente de mon budget de fonctionnement. Mais quand je vais en réunion avec le foot, avec le rugby, ils sont dans la même situation que nous. Parce que jusqu'à présent, le modèle français reposait sur des licences. Or, moi, je pense que le modèle économique du sport en France, et de la pétanque en particulier, doit être la licence, mais des recettes générées par les manifestations que nous organisons. Les championnats de France, la Coupe de France, les championnats des clubs, les championnats de France, le trophée des champions, le trophée des pépites. Toutes ces manifestations doivent, entre guillemets, nous rapporter de l'argent. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que une fédération, c'est une délégation de service public. Et une délégation de service public interdit à une fédération de faire du commerce. Donc c'est pour ça qu'à côté, on a la SAOS Promo Pétanque, mais que pour le moment, on sous-utilise le bras économique de la fédération, mais ce n'est pas propre à la fédération de pétanque. Tous les sports aujourd'hui sont très embêtés parce que les droits de télévision, ça coûte cher. Les droits commerciaux, on n'y a pas accès. Donc c'est à nous de travailler pour qu'on puisse travailler complètement différemment. Voilà. Mais les licenciés, il faut qu'ils entendent. Moi, je ne suis pas là pour leur faire la morale, je ne suis pas là pour leur dire que 10 euros dans une vie, c'est rien du tout. Je conçois qu'aujourd'hui, quand on paye sa licence dans son club 50 euros, qu'il y a le papa, la maman, les enfants qui achètent la licence, qui le dimanche vont rejouer, vont miser 5 euros tous les dimanches pour jouer, ça représente un budget conséquent. Donc, qu'il soit interrogatif sur que fait la fédération de son argent, oui. Normal. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a une part de la licence qui va au département, donc c'est un fonctionnement. Certains départements ont des salariés, donc il faut pouvoir payer les salaires. Il y a la région, là aussi, mais c'est aujourd'hui, on va dire en moyenne, la part régionale, c'est aux alentours de 4 euros, 4,50 euros. D'accord. La part des départements, c'est aux alentours, en moyenne, aux alentours de 14 euros. Et la part de la fédération, c'est 12. On rattrape. Mais vous voyez que, paradoxalement, la part des départements est souvent plus importante que la part de la fédération. Mais il y a des départements qui s'en tirent beaucoup mieux que ça, puisqu'ils arrivent à baisser le prix de leur licence, à faire en sorte, ils ont des mécanismes qui permettent à leurs licenciés d'être moins, entre guillemets, pénalisés que les autres. Mais, pour moi, c'est pas une pénalité. Quand on paye, moi, je paye ma licence dans mon club 35 euros. 35 euros pour ma licence, attendez, je ne vais pas crier au scandale, voilà. Mais on est aujourd'hui plus consommateur que licencié. Et donc on estime que quand on a payé 35 euros, on doit en avoir pour son argent. Oui, moi quand j'achète, je ne sais pas, 10 baguettes de pain, je vais peut-être arriver à 1 euro la baguette de pain, 10 euros, oui. Je suis consommateur, parce que mon pain n'est pas bon. Mais on n'est pas dans le même registre. Oui. La pétanque, ce n'est pas un service ni un bien de consommation. Donc voilà, c'est une question qui est sensible parce qu'elle touche
elle touche des gens de façon très affective. Et donc du coup, comme c'est très affectif, c'est avec les tripes, les gens réagissent avec leurs tripes et ils perdent la raison. Alors moi je me dis que on a affaire à des passionnés de pétanque et ils sont balancés entre le fait d'avoir une fédération forte, mais aussi pour en avoir pour leur argent. Et des fois, la passion fait réagir d'une façon extrêmement violente, parce qu'il y a des choses où on n'appréhende pas, où on ne comprend pas. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que je ne suis pas fou. Mes collègues au sein du comité directeur ne sont pas fous. Et que quand on a 10 € à gérer, 12 € à gérer, on fait attention à ce qu'on fait. Bon, je peux vous dire que quand je lis des fois des posts comme quoi les dirigeants se gavent, sont payés, vivent sur le dos des licenciés, c'est tellement mesquin. Moi j'encourage tous ces gens à sauter le pas, à se présenter aux élections, à faire autant de sacrifices que ce que font les bénévoles, pour qu'ils se rendent compte que leurs propos, leur façon d'agir est blessante et très réductrice par rapport à l'engagement que certains ont fait toute une vie. Alors je sais bien que c'est plus à la mode, qu'on est peut-être une génération de vieux dinosaures appelés à disparaître parce que les bénévoles, il paraît que ça disparaît. Mais je dis aux licenciés, faites attention. Le jour où vous n'aurez plus tous ces gens attachés à faire en sorte que d'autres jouent, d'autres pratiquent, ce jour-là, ce sera trop tard. Il ne faudra pas venir se plaindre, parce que moi je rencontre plein de bénévoles qui jettent l'éponge en disant « j'ai des responsabilités, je suis attaquable pénalement, je n'ai aucun retour de gratification et je n'ai droit qu'aux emmerdements. » Et moi je leur réponds avec ma bonhomie, c'est-à-dire si non pas les insultes, mais les ingratitudes que j'avais eues représentaient des centimes d'euros, je serais milliardaire. Mais voilà, ça n'a jamais fait de moi un milliardaire. Alors pour conclure, Monsieur le Président, idéalement pour vous, la pétanque dans 3 ans, où est-ce qu'elle en sera? Comment vous la voyez? D'abord, je voulais dire au début de notre entretien que oui. Je mesurais le travail que j'avais à faire et ça tend à me rendre humble. La pétanque existait avant moi, elle existera après moi. Je ne me fais pas d'illusions. Si on peut avoir contribué à une évolution, moi j'en serais ravi. Mais il faut qu'on quand même arriver à harmoniser ce qui dans la pétanque est traditionnel et la modernité vers laquelle on veut tendre. Je crois que nos adhérents sont très sensibles au fait que la pétanque c'est de la triplette, c'est des équipes, c'est le jeu provençal, ça peut durer des heures. Ils y tiennent et c'est tout à fait louable parce que ça les raccroche à des racines. N'empêche qu'aujourd'hui tous les sports ont évolué vers des schémas différents. Le rugby est resté le rugby à 15, mais il y a du 7. Oui. Le basket, il y a le basket et le street basket. Maintenant, le tennis est en train de se mettre au paddle. Donc il y a plein de choses qui ont évolué. Nous, on reste dans nos schémas classiques. Or, pour attirer la télévision, pour attirer des sponsors, il faut des schémas qui soient bornés dans le temps. Il faut qu'on ait... Alors, je sais que ça va faire hurler certains internautes, mais je vais quand même le dire. On a des joueurs de haut niveau. Oui. Les joueurs de demain sont dans la base. C'est par de la détection qu'on va aller chercher de très bons jeunes dans nos écoles de pétanque, dans les écoles, qui vont monter. Mais ces jeunes ne vont avoir envie de monter que si, en face d'eux, ils ont des exemples, et que ces exemples sont porteurs d'espoir. Or, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut
imaginez qu'au football, vous avez des Zidane qui ont gagné leur vie grâce à la passion et au talent qu'ils avaient au bout de leurs pieds. Et nous, on a des joueurs hyper talentueux, multi-champions du monde, qui sont obligés de se plier en quatre pour trouver à la fois un boulot et vivre leur passion et gagner un petit peu d'argent. C'est complètement hallucinant. Donc, comment sera la pétanque demain? Je n'en sais rien. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'on a tout intérêt à réfléchir sur des schémas de compétition où nos champions, à l'instar de ce que serait le Roland-Garros de la pétanque, les Challenge 1000 qu'on retrouve au tennis, qu'on ait ce genre de compétition qui soit à la fois la base de notre classification, qui soit des schémas porteurs économiquement pour nos organisateurs, qui soit attrayant pour les chaînes de télévision, parce que sans elles, alors il n'y aura pas de retour sur investissement, donc on n'aura rien. Donc aujourd'hui, la fédération, elle doit reprendre la main sur un certain nombre de formats qui existent et de travailler en collaboration avec des choses qui existent déjà. On n'a pas su prendre le tournant il y a 20 ans. Donc il y a des privés qui se sont mis à se dire que la pétanque était porteur économiquement. Ils ont très bien fait. Voilà, ils sont là, il faut faire avec. Hein. À nous d'être aujourd'hui intelligents pour s'inscrire dans ce mouvement-là et trouver notre place. En tout cas, notre place, elle est incontournable. C'est nous qui donnons les agréments. C'est nous qui avons la délégation du ministère et le sport appartient à la fédération et à ses adhérents. Et je veux et je souhaite que mes meilleurs joueurs, que mes meilleurs clubs, que tout le monde profite de ce système. Certains en profiteront financièrement et d'autres en profiteront en termes d'image parce qu'ils appartiendront à une fédération forte. La notion de bénéfice n'est pas simplement financier. Elle est aussi en termes de bénéfice secondaire. Quand j'appartiens à quelque chose d'intéressant, et que je suis acteur de ce phénomène intéressant, j'ai ma part dedans. Donc je peux me glorifier de dire j'appartiens à une fédération Bien forte. sûr. Comme les joueurs de foot, comme les joueurs de rugby, qui sont fiers d'appartenir à leur fédération. Peuvent critiquer Bernard Laporte, peuvent critiquer Noël Le Graët. N'empêche que quand ils sont champions du monde, ils mettent le maillot, ils sautent dans tous les coins. Nous, ça passe quasiment inaperçu. J'ai jamais vu... quand Henri Lacroix quand il s'appelle Philippe Quintet, Suchot étaient champions du monde, j'ai vu personne sur les Champs-Élysées. Bon, je ne demande pas à ce qu'ils aillent tous sur les Champs-Élysées. On peut peut-être dans les rues d'Ardiège. C'est ce que j'allais vous dire. Rendez-vous devant l'église. d'Ardiège, pourquoi pas. Mais en tout cas, qu'ils aient le sentiment de fierté d'appartenir à une fédération qui gagne. Voilà, ça c'est important. Et pourquoi on en arrive là? Ben, je suis désolé, eh ben, il faut des espaces de jeu où les meilleurs joueurs se confrontent aux meilleurs joueurs, que les meilleures nations viennent jouer en France parce que ça les intéresse. Voilà, les meilleures filles, Palavas-les-Flots ou d'autres manifestations de cette envergure, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles soient pérennes, il faut qu'elles aient la possibilité d'avoir un focus télévisé dessus. Voilà. On va rentrer, enfin moi j'espère que dans 3 ans, on sera plus dans un espace de médiatisation, de marketing, d'événementiel. De valorisation. De valorisation de nos grands événements. À commencer par les championnats de France. Oui. J'ai demandé à la fédération et au comité directeur de faire en sorte que demain, les carrés d'honneur des championnats de France soient formatés, avec des tribunes qui soient fermées, et qu'on rentre par l'arrière, avec le carré d'honneur barriéré, avec le podium de la fédération, avec une chambre d'appel, avec des lieux pour les sponsors, la PQR qui revient nous voir et qui met l'accent sur la manifestation, un village de nos partenaires, un village des partenaires des départements basé sur tout ce qui est découverte de la région, la gastronomie régionale, de façon à ce que des sponsors s'intéressent à nous, que des activités commerciales se greffent autour des championnats de France et que la fédération, qui dit, et je souscris à ça, que les championnats de France de clubs ou autres sont la vitrine de la fédération française, on ait notre part là-dedans et qu'on accompagne financièrement
nos organisateurs. Voilà, et les joueurs, nos licenciés qui aiment participer à leurs championnats départementaux, qu'ils aient encore plus envie de participer aux championnats départementaux, aux championnats régionaux, de façon à ce que demain, ils se qualifient pour des championnats de France où ils diront j'y étais. Voilà. Là aussi, je parle des championnats régionaux, j'ai demandé aux régions et à la fédération de réfléchir sur un autre format des championnats régionaux, parce que quand j'entends un discours que je trouve désobligeant pour les joueurs de pétanque, de dire c'est le championnat des deuxièmes couteaux, je veux pas y aller parce que ça m'intéresse pas, ça sert à rien. Une dévalorisation de cette compétition-là. C'est un discours qui pour moi est incongru. Bon, je sais pas comment on peut, je prends le département de la Haute-Garonne, Cindy Perrault, qui est dans notre département, ne se qualifie pas au championnat départemental et est obligée de passer par la région. Elle gagne le championnat régional, elle est championne de France. Comment on peut se permettre de dire qu'elle est passée par le championnat des seconds couteaux? Cindy Perrault n'est pas un second couteau. C'est une très très bonne joueuse. Quand vous avez une place au championnat de France, les deuxièmes, c'est pas des moins que rien. Bien sûr. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Mais le format aujourd'hui, à 32 équipes ou moins sur une journée où on distribue les maillots le soir à la bougie, non, on se doit quand même d'avoir un peu plus de responsabilité, un peu plus de reconnaissance envers ce qui sont nos acteurs prioritaires, les joueurs. C'est eux qui font le spectacle, c'est pas moi. Moi je suis le metteur en scène et eux sont les acteurs. Donc pour qu'ils aient envie de participer, il faut que le scénario leur plaise. Et pour que le scénario leur plaise, il faut que mon équipe soit capable, avec les présidents de comités départementaux et régionaux, d'écrire une belle histoire. Aujourd'hui, l'histoire, elle existe. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui. Mais là, j'ai besoin aussi des joueurs pour qu'ils arrêtent de décrier. Ils l'aiment. Mais comme tout passionné, la passion amène à décrier ce qu'on aime. Donc à un moment donné, il faut revenir à un juste milieu et se dire, bon, vous me posez la question tout à l'heure, comment je peux y participer? Eh bien, participons par mon comportement, par la façon dont je pratique ma discipline sportive, par la façon dont j'en parle tous les jours, de la façon dont je vis mon club, dont je vais donner un coup de main à mes dirigeants, que mes dirigeants, je ne vais pas les assommer de problèmes à longueur de journée, de querelles, de personnes qui n'ont rien à faire dans notre système. Et puis ils peuvent compter sur moi pour que toute la mauvaise graine qu'il y a à la fédération, qui amène des nuisances dans nos terrains de pétanque, soit pris en charge par nos commissions de discipline et qu'ils sachent qu'ils n'auront jamais la paix avec moi. Alors, Monsieur le Président, après toutes ces questions, tous ces échanges qu'on a eus aujourd'hui, est-ce que vous auriez un dernier message que vous voulez adresser aux joueurs et aux dirigeants de la pétanque? Alors d'abord, je voudrais vous remercier parce que cet exercice qu'on a fait cet après-midi ensemble, qui est tout nouveau pour moi, est en même temps une façon de montrer qu'un président de fédération de pétanque est abordable. Je ne vais pas dire que ma porte est entièrement ouverte, mais c'était aussi donner l'occasion aux gens de voir que derrière le dirigeant, il y a un homme passionné. Et ce que je voudrais dire à l'ensemble des dirigeants, des joueurs, n'ayez pas peur. Nous jouerons cet été. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on puisse avoir une saison de pétanque. Ne me demandez pas de faire en 3, 4 ou 5 mois ce que nous aurions fait en 12 mois. Mais vous jouerez, mon équipe, les membres du comité directeur de la Fédération française de pétanque et jeux provençal seront à vos côtés. Et si, par malheur, la pandémie nous imposait une saison blanche, nous serions amenés à prendre des décisions pour que ceux qui ont pris leur licence ne soient pas pénalisés.
Je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas et du fond du cœur. J'espère vous retrouver tous et toutes bientôt sur les terrains de pétanque et vous pourrez venir me voir, me toucher. Je suis un être non virtuel, je suis un homme réel. En tout cas, merci à vous et merci à Objectif Pétanque Plus d'être venu jusqu'à moi. Merci beaucoup.